Merci à vous d'être venus. C'est super. D'ailleurs, là, oui, ce soir, normalement, on est plein. On attend encore quelques élèves du Collège Schœlcher qui ont échangé avec Philippe Torreton tout à l'heure. C'était un grand moment assez émouvant, dans lequel, je ne sais pas, j'imagine que vous allez nous dire un mot peut-être après de cette rencontre. Je ne sais pas si on doit présenter Philippe Torreton. Je pense qu'on peut le présenter un petit peu, quand même. Voilà, je vais le faire de toute façon. J'ai demandé, alors la dernière fois, vous vous rappelez, pour celles et ceux qui étaient là, on avait parlé de ChatGPT. Est-ce que vous savez toutes et tous ce que c'est que ChatGPT? Alors, est-ce qu'il y en a qui savent dans la salle par applaudissement ce que c'est que ChatGPT? Alors, je vois une jeune femme au milieu, là, est-ce que vous sentez de nous expliquer ce que c'est que ChatGPT? Pas vraiment? Un petit peu? Exactement, c'est un peu ça, mais fort heureusement pour les professeurs, et on a vu des professeurs tout à l'heure au collège qui sont là. D'ailleurs, merci de votre accueil, merci à l'équipe du Collège Schœlcher qui vraiment nous a réservé un accueil magnifique avec sa classe de théâtre qui était là, qui est une partie des élèves d'ailleurs qui sont venus, vraiment beaucoup d'enthousiasme. Merci d'ailleurs de faire vivre le théâtre au sein de la Duchère. Je crois qu'on peut applaudir d'ailleurs aussi les élèves et le corps enseignant qui sont présents ici. Et donc, ChatGPT, pour vous rassurer, mes chers enseignants, moi, il m'arrive aussi d'enseigner dans certaines fois, ça ne fait pas les devoirs très exactement, parce que moi, j'ai essayé, comme je suis un peu feignant à mes heures, de faire une biographie de Philippe Torreton en utilisant ChatGPT. Et ça m'a expliqué que Philippe Torreton, il avait eu donc un Golden Globe, donc c'est une récompense du cinéma, pour son rôle de Lucie Aubrac. Alors, je veux bien que M. Torreton soit un des plus grands comédiens français, mais incarner Lucie Aubrac, c'est quand même quelque chose d'un peu compliqué. Eh bien, c'est vrai. Ben, c'est vrai. Plus sérieusement, donc, Philippe Torreton, vous le connaissez pour ses nombreux rôles, Capitaine Conan, pour Ça commence aujourd'hui, pour son travail au théâtre, dans lequel il a eu un nombre de rôles qui est absolument considérable, pour son travail aussi avec un de nos grands cinéastes lyonnais, qui est Bertrand Tavernier, dont on va voir un des travaux d'ailleurs aujourd'hui, sur Ça commence aujourd'hui, quelque chose qui nous est très cher à la Duchère, c'est-à-dire un travail sur la question de l'éducation dans un quartier avec des difficultés sociales. Et Dieu sait que la Duchère est pleine d'énergie, mais Dieu sait aussi qu'elle a des difficultés sociales qu'elle essaye de résoudre au quotidien. Et là, ce travail d'éducation participe, ça parlera beaucoup au cœur des enseignantes qui sont présentes, il participe justement de la réduction de ces inégalités, des difficultés aussi qui sont là. Et Philippe Torreton, c'est également quelqu'un... Alors, il m'a dit, quand on venait ici, « Ah mais non, mais j'aime pas forcément me présenter comme une personne engagée, parce que je trouve que l'engagement, c'est normal. Mais c'est quelqu'un qui a des engagements à la ville de Paris, des engagements pour l'Europe, des engagements pour la justice sociale. Et j'imagine qu'il va nous en parler aussi là-dessus. » Voilà, j'ai beaucoup parlé de Philippe, mais j'espère que vous allez pouvoir longtemps ce soir, pouvoir parler avec lui. Enfin, pas trop longtemps, parce qu'après, on a un film qui commence aujourd'hui. Merci. Merci d'être là, si nombreux. Moi, je suis très content de pouvoir partager ce moment avec vous. Alors, il y a un titre à cette réunion, l'émancipation par la culture. Mais pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je dois tout au courage de quelques-uns, à des pensées d'émancipation, justement, par la culture. Et j'en parlais tout à l'heure avec les élèves qu'on a lors d'une petite rencontre. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu, en classe de 5e, un professeur de français qui répondait au doux nom de Monsieur Désir, donc tout un programme déjà, et si je n'avais pas été dans sa classe, si cet homme n'avait pas pris sur son temps personnel pour faire un club théâtre et l'imposer dans son collège, s'il n'avait pas rencontré mes parents et si mes parents ne l'avaient pas écouté, je ne serais pas là ce soir. Voilà, tout simplement. Je n'aurais pas rencontré le théâtre. Il n'y avait aucune raison dans ma vie. Mes parents ne sortaient pas, pas forcément par manque de moyens financiers, mais parce que le théâtre, comme dans beaucoup de familles, ne faisait pas partie
du champ culturel. C'était pas une habitude. Je crois que j'ai dû voir 2 films au cinéma avec mes parents. On en voyait plein à la télé, mais sortir, aller au cinéma 2 fois je suis resté jusqu'à l'âge de 21 ans avec mes parents, donc 2 fois en 21 ans. Et le théâtre, jamais. Donc, c'était par l'école publique. Et ce professeur de français, voyant que j'étais un élève vraiment timide, timoré, caché, moi je faisais partie des élèves qui préféraient dire que je ne savais pas ma leçon, alors que je la savais, plutôt que de devoir la réciter devant les autres. Donc j'avais des mauvaises notes. Et donc c'était handicapant quand même, c'était vraiment timoré, quoi. Et il a dit à mes parents, inscrivez-le, ça lui fera du bien. Donc à l'époque, mes parents, tout ce que disaient les professeurs, c'était parole d'évangile. Donc je me suis retrouvé le mercredi suivant au club théâtre. Et là, alors ça ne m'a pas forcément émancipé tout de suite, comme on dit, mais j'ai aimé quelque chose. Et c'est ce que j'essayais de synthétiser tout à l'heure avec les élèves. C'était le mélange. Déjà, on était mélangés. Il y avait des petites sixièmes, des grands, des grandes de troisième. Les professeurs qui étaient là, il y avait un prof d'histoire géo, il y avait une prof de travail manuel, il y avait un prof de français, il y avait une prof de musique, une prof d'histoire aussi. Et voilà, c'était plus tout à fait des professeurs. C'était pas encore des copains, mais c'était un entre-deux, comme ça. Et ça permettait aussi d'appartenir à ce petit monde. Et quand on est à l'école, en général, on cherche à appartenir à une communauté. Ceux qui aiment le foot, ceux qui font ça, ceux qui font ci, ceux qui ont telle activité, ceux qui sont très forts, très grands, très en avance sur leur âge, ceux qui sont petits mais malins, débrouillards. Mais quand on rentre pas dans les catégories comme ça. On aime le foot, mais on n'en fait pas. On n'est ni grand, ni petit, ni malin, ni... on est embêté. On est tout seul un peu, on se cherche. Et voilà, là, ça a été ma première petite communauté. Ceux qui faisaient du théâtre au collège Édouard Branly de Grand-Quevilly, tout là-bas en Normandie. Et ça m'a plu. Et encore aujourd'hui, si je suis honnête, c'est ça qui me plaît toujours. Ce métier est un métier carrefour. Le nombre de gens que j'ai rencontrés, le nombre de situations, d'ouverture au monde que ça m'a permis est absolument hallucinante. Chaque pièce, c'est comme, vous savez, je ne sais pas si vous faites ça le soir, en branchant l'ordinateur, mais moi j'aime bien avoir une idée en tête, chercher la définition d'un mot ou d'un fait historique ou d'un personnage. Et puis, on fonctionne par irisation comme ça. On lit un article, il y a des petits mots soulignés en bleu, et puis on clique dessus, et puis un mot en appelle un autre, et puis à la fin, 2 heures après, à 1 heure du matin, on se dit mais j'ai été loin. Eh bien le théâtre, c'est exactement ça. Vous commencez, un auteur en entraîne un autre, ça entraîne je sais pas, une référence musicale, etc. L'élaboration d'un spectacle aussi, les différents corps de métier qui sont là, tout ça sont des irisations permanentes, quotidiennes. Et c'est à ça que j'ai envie de rendre hommage ce soir. Cette façon-là, la culture, pour moi, c'est ça. Ce sont des champs d'exploration comme ça, de possibles. Et c'est pour ça qu'il est très important de faire en sorte qu'à n'importe quel âge de la vie, on puisse s'accrocher à la culture, de n'importe quelle façon. Et ce qui me fait dire ça aussi, parce que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, c'est pourquoi, alors que la vie était compliquée sur Terre, il y a des dizaines de milliers d'années, pourquoi quelqu'un a mis du pigment rouge dans sa bouche, dans une grotte, il a posé sa main sur la paroi et il a craché comme ça son pigment rouge, il a retiré sa main et il y avait la trace de sa main. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Alors que, je ne sais pas, il faisait froid, il y a des grosses bêtes dehors qui nous dévoraient. Pourquoi cet homme ou cette femme a voulu faire l'empreinte de sa main comme ça? Et puis après, dessiner un truc. Ça m'a toujours interrogé. C'est quoi ce besoin-là? Parce que c'était des temps où on avait autre chose à penser. On était dans la survie, quand on
sûrement que la durée de vie moyenne d'un être humain, d'un homo sapiens de l'époque, ça devait être dans les 18-19 ans. Voilà. Donc, la vie était rude, très rude. Et ce désir-là de représenter quelque chose. Alors, on ne sait pas, on se perd en conjecture. Les scientifiques chargés de ça pensent que c'est les premières traces d'une religion, d'un truc comme ça, etc. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a une quête du beau, du sens, un sens, on n'a pas vraiment eu accès à ça. On n'a que le résultat de tout ça. Et ce qui est formidable, c'est quand on s'y attelle, on s'aperçoit que ces dessins, tous ces dessins, l'art pariétal, ce sont des dessins à main levée, aucune trace d'erreur. Je suis sûr que si on vous distribuait à chacun une feuille et un crayon ce soir, on vous demanderait de dessiner un lion de profil, une tête de lion. Mais on serait mort de rire des résultats obtenus. Et là, c'est parfait. Et ils ont gratté, ils ont cherché. Il n'y a pas de trace d'effacement. C'est-à-dire que la personne qui a fait ça l'a fait d'une traite, comme ça. Avec un bout de charbon, un bout de bois brûlé, je ne sais pas quoi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'entraînait. Donc les scientifiques ont cherché des sites. Où est-ce qu'ils s'entraînaient? Sur quoi? Sur des pierres plates. Il fallait passer du temps avant de pouvoir enfin faire son dessin sur la paroi. Et en plus, parfois, les parois étaient complètement convexes et tout. Il fallait se pencher. On pense qu'ils pouvaient même construire des petits échafaudages. Il y avait des torches, etc. pour s'éclairer. Donc c'est tout un appareillage. Donc ça devait être très compliqué de faire ces dessins, parfois à des hauteurs inaccessibles. Donc c'était des Michel-Ange avec leur chapelle Sixtine. C'était ça, vraiment ça, dans ces grottes-là. Donc on n'improvisait pas, on se dit tiens, j'ai une idée, je vais faire un lion. Non, on s'entraînait. Mais qui dit entraînement? Ça veut dire que pendant le temps qu'on passe à s'entraîner, on ne chasse pas, on ne cueille pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un le fait pour vous. Donc ça voulait dire que déjà à l'époque, on avait conscience que celui ou celle qui va faire ça est importante. L'intermittence existait au Paléolithique. On avait compris que l'artiste, appelons ça comme ça, à l'époque ça ne se plaît pas sûrement comme ça, mais en tout cas cette personne en charge de réaliser, ou ces personnes, il devait être plusieurs, en charge de faire ces dessins, était suffisamment important pour qu'on garde une portion de viande pour lui ou pour elle ou pour eux, qu'on garde des fruits, qu'on cuisine pour eux pendant qu'ils s'entraînaient. Donc dès l'aube de l'humanité, on a compris ça, on a ressenti ça. Donc c'est vital en fait. C'est la preuve que c'est vital. Donc aujourd'hui, quand on a un programme culturel, on n'est pas dans du hobby, on n'est pas dans on se fait plaisir, non. On répond quand on va voir un film, quand on se déplace pour aller voir un spectacle, quand on va voir une expo, on a on ressent les mêmes choses que ces gens d'il y a 50 000, 60 000, 80 000 ans. On est dans la même chose vitale. De quoi? De comprendre, de se regarder, de se parler, d'échanger ensemble, d'exposer nos peurs. C'est parce que c'était ça aussi. Pourquoi des animaux? On pense que c'était... Ben voilà, c'est ce qui nous intéresse le plus à l'époque, c'était ça, les animaux. Est-ce que ça va être la saison du bison, la saison de l'auroch, comme ça? L'Union européenne, c'était ça, les chasser. Et puis donc on était dans ce vital-là. Et aujourd'hui, c'est toujours ça qui nous anime. Donc finalement, tout discours politique qui tend à diminuer les budgets, la culture, à faire en sorte de considérer les artistes comme des bobos privilégiés qui ne comprennent rien à la vie, etc., entame ce besoin vital premier de l'être humain. Ce n'est pas un gadget, la culture. C'est absolument pas un gadget. C'est tout sauf un gadget. C'est fondamental. Et il y a quelques années, en tournant le film que vous allez voir, ça commence aujourd'hui, c'était en 97, donc voilà, il y a le co-scénariste du film, qui s'appelle Dominique Sampiero, me donne des livres
Parce qu'il y avait une scène où mon personnage devait, il donnait des livres à sa mère pour qu'elle ne s'ennuie pas la semaine, etc. Donc il me dit, tiens, tu vas, dans la scène, tu vas lui donner ça. Il me tend 3 livres. C'était Charlotte Delbo. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme. Charlotte Delbo était la secrétaire de Louis Jouvet. Et dès que la guerre a été déclenchée et que la France a été envahie, Louis Jouvet est parti avec sa troupe en Amérique du Sud, faire une énorme tournée de toute la guerre. Donc il a passé la guerre là-bas. Charlotte, elle, est restée. Elle était mariée, elle est restée. Elle a fait un peu de résistance. Elle était ce qu'on appelait boîte aux lettres. Donc elle recevait des colis, hop, et elle les donnait à d'autres, etc. Et elle s'est fait choper avec son mari, emmenée à Auschwitz-Birkenau. Son mari est mort, elle est revenue. Et elle a écrit Auschwitz et après, c'est une trilogie, et c'était ça les bouquins. Elle a écrit ça. Et donc, je joue la scène, je donne les bouquins à ma mère dans le film, et puis je garde les livres. Elle me dit, garde-les, ouais, tu vas voir. Et j'ai lu ça. Et dans ces textes, c'est une suite de, comment dire, c'est des petits chapitres très courts, des textes bruts comme ça. Elle ose même une forme de poésie aussi. Il y a une nouvelle qui m'a saisi. Ça s'appelle Le Misanthrope. Donc cette femme, elle fréquentait une troupe de théâtre, Louis Jouvet. Et elle raconte que pour tenir dans le camp, dès qu'elle avait un moment, elle se remémorait des poèmes, de la poésie. Et elle raconte que elle était arrivée à se souvenir de 49 poèmes par cœur. Déjà, la performance. Moi qui suis comédien, j'en connais pas 2 ou 3 même par cœur. Mais elle, oui, à l'époque, on apprenait beaucoup, et puis peut-être qu'elle était vraiment... elle adorait ça. Donc 49 poèmes. Mais elle sentait qu'elle arrivait au bout de sa mémoire. Et parfois, c'était une bataille de 15 jours pour retrouver un vers, un mot, une rime. Voilà. Mais tant qu'elle était dans cette activité-là, cérébrale, de mémoire, elle se disait, je ne vais pas mourir. Mais là, elle était arrivée au bout. Elle sentait qu'elle était au bout de ce qu'elle avait en stock dans sa tête. Donc elle disait, je vais mourir. Et ce jour-là, où elle se dit, je vais mourir, il y a une fille, une gitane, et les gitanes, dans le camp, elles avaient en gros 3 semaines, 1 mois de survie. Après, elles allaient dans les chambres à gaz. Elles n'étaient même pas nourries. Donc elles survivaient, ces 3 à 4 semaines de sursis qu'elles avaient, avant de partir en fumée. Elles étaient en charge de trier les vêtements de ceux qui allaient dans les chambres à gaz, et elles récupéraient les objets, et elles les troquaient contre un bout de pain, un truc. Et elle voit cette fille arriver avec Le Misanthrope de Molière en français. Et elle lui dit, tiens. Alors évidemment, c'était une ration de pain. Donc, c'était trop cher. Si on ne mangeait pas sa ration de pain au camp, on mourait. Donc, toutes les filles du bloc se sont cotisées pour découper une fine tranche de pain, pour reconstituer une portion de pain, pour acheter Le Misanthrope. Et déjà de se dire qu'il y a une fille, un garçon qui avait ça dans sa poche et qui est parti dans la chambre à gaz déjà. Et là, elle avait, Charlotte me dit, j'avais de quoi continuer ce travail de mémoire. Et donc elle apprend Le Misanthrope. Et elle termine cette nouvelle en disant, certains matins, à l'appel, j'avais le temps de me dire au moins une fois Le Misanthrope par cœur. Ça veut dire que toutes ces filles, comme ça, à l'appel du matin, où elles devaient dire présente quand leur matricule était aboyée, comme ça, par haut-parleur, ça durait suffisamment longtemps. Au théâtre, on appelle ça une italienne, c'est-à-dire se dire le texte, comme ça. Qu'est-ce donc qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, courez vous cacher. Mais on entend les gens avant de se fâcher. Et quoi, Camille, enfin, moi, votre ami, rayez cela de vos papiers, etc., etc., etc. Une scène, 2 scènes, 1 acte, 2 actes, 3 actes, 4 actes, 5 actes. C'était ça l'appel du matin à Auschwitz. Le Misanthrope par cœur. Et ça m'a bouleversé. Voilà, cette femme a tenu grâce à ça. Grâce à ça. À ce qu'elle avait emmagasiné.
d'émotion, finalement quoi? De culture. De culture. Et souvent, dans ces conditions extrêmes de survie, la force physique n'y est pour rien. C'est la force mentale qui permet de tenir. Et le mental, c'est ce qui nous construit, ce qui nous constitue, c'est qui on est, ce qu'on a emmagasiné, nos références, notre faculté de s'évader. Et il y a ça dans le roman de Romain Gary, Les Racines du ciel, où il raconte que, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais que dans le camp, Morel survivait en pensant aux éléphants d'Afrique. Et donc, il a donné la recette à tous ses copains du bloc, et ils survivaient comme ça, en s'imaginant les éléphants. Et ça les faisait sourire. Et ce sourire les aidait à tenir. Elle, c'était la poésie. Donc tout ça pour dire que c'est pas, voilà, on n'est pas dans le hobby quand on parle de culture. On n'est pas dans la petite distraction à côté du sérieux qui serait le travail qu'on a. Non. Parfois, je pense même que c'est un peu le contraire, que le monde du pas sérieux, il est en dehors des théâtres, il est en dehors des expositions, il est en dehors. Moi, c'est ce que je dis dans mon bouquin, La lettre à un jeune comédien. On me parle souvent du mentir vrai au théâtre. Mais vous, les acteurs, vous êtes voilà, vous mentez. Et pendant longtemps, d'ailleurs, les comédiens n'étaient pas enterrés en terre chrétienne, comme on disait au XVIIe siècle, mais étaient enterrés en dessous. Voilà. Parce que justement, il y avait cette idée de diabolique, un peu, voilà, d'incarner quelque chose, d'être quelqu'un d'autre. Et ça perdure par ce fameux mentir vrai. Le comédien, c'est un bout en train, quelqu'un de pas sérieux. Ça ne connaît pas la vie, un comédien, c'est évident. Hein, ça n'a pas d'enfant à aller à l'école, ça n'a pas de devoir à faire le soir, ça ne fait pas ses courses, un comédien, ça ne connaît pas le prix des choses, un comédien. Ça ne sait pas pour qui voter, un comédien, c'est bien connu. Bref, voilà, c'est une sorte de pantin comme ça qui vit au crochet des autres, c'est sûr. Et alors que, et je me suis dit, mais en fait, c'est pas sur scène qu'on ment. Ce qui se passe sur scène, c'est de la vérité absolue. Ce qu'on dit sur scène, c'est vrai. Et c'est même vrai, quand bien même je jouerais le menteur de Corneille, ou que je jouerais un personnage qui ment tout le temps, mais ma façon de mentir sera vraie, sera authentique. C'est sérieux, c'est de la parole sérieuse qu'on transmet. C'est pas du tout du faire semblant. Et c'est ça qui m'a toujours passionné, finalement. De façon totalement intuitive, et je ne pouvais pas mettre des mots dessus. Il faut arriver à 57 ballets pour se dire, commencer enfin à comprendre pourquoi on aime ça. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est être ici pour dire. Pour dire. Moi, j'imagine toujours... il se trouve que le dessinateur Sampé est mort, mais pour moi, le théâtre, c'est un petit bonhomme sur scène, ou une petite bonne femme d'ailleurs, qui devant une foule comme ça, et qui dirait « j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un ». C'est ça le théâtre, ce désir-là de dire quelque chose à quelqu'un, de s'intéresser à ça, uniquement à ça. Après, le reste, c'est circonstanciel, le personnage, tout ça, ça n'existe pas. Le personnage n'existe pas au théâtre. Ce qui existe, ce sont les mots, ça oui, les mots appris par cœur, les mots avec lesquels on va passer des nuits comme ça, à essayer de comprendre ce qu'on dit, et après, de transmettre ça. Et c'est dans l'art de transmettre qu'on va exister en tant que personnage. Mais ça n'a rien à voir avec le mensonge. C'est que de la vérité de l'instant aussi. Je suis là, on ne triche pas, je suis là, je parle, c'est tout. Et c'est ce désir-là de faire comprendre ça, qu'on est dans de l'essentialité. Que c'est... j'ai toujours été... Finalement, on m'a souvent renvoyé cette image-là de légèreté, comment dire, de pas sérieux. Quand je me suis engagé dans une campagne politique, il y a longtemps, à la mairie de Paris, je me souviens, il y avait
personnalité politique dans l'opposition qui disait mais un comédien, il est obsédé par la représentation du soir, comment peut-il faire de la politique pendant la journée puisqu'il ne pense qu'à ça le soir? Mais c'était incroyable d'arriver comme ça à l'aube du XXIe siècle et de penser encore comme ça, qu'un comédien est incapable de faire autre chose que de jouer. Comme je disais tout à l'heure, donc il est incapable d'avoir des enfants. Il ne peut pas, parce qu'il est obsédé par son rôle, et donc il ne peut pas. Il peut pas les emmener à l'école, il ne sait même pas où aller, l'école. Il ne sait pas, mais quoi, mais pourquoi l'école? Et donc tout ça est aberrant. Et ça prouve que on tend finalement toujours, et La Fontaine l'a vachement bien montré avec cette toute petite fable de la cigale et la fourmi, où on oppose la fourmi qui travaille sérieusement, qui fait un vrai métier, et la cigale qui fait n'importe quoi en fait, qui passe son temps à chanter. Bon, et ça va, bosse. Et moi je bosse. On a toujours opposé ça. L'honnête travailleur et les saltimbanques. C'est délirant. Et je sors d'un an de poésie, puisque j'ai fait une anthologie de la poésie française chez Calman Lévy. Et je me suis évidemment plongé, voilà, quotidiennement, pendant plus d'un an, dans toute cette poésie française. Et c'est ce qui m'a frappé là-dedans. Alors, bien sûr, il y a de la diversité incroyable, des thématiques, etc. Mais surtout, je me suis amusé au moment de la rendre, parce qu'il faut bien à un moment donné rendre son travail, donc il fallait, l'imprimerie attendait, piaffait d'impatience même. Donc on m'a dit d'arrêter à un moment donné, parce que sinon je serais encore en train de colliger des textes un peu partout. Et avant de la rendre, je me suis dit, tiens, je vais la lire à voix haute. Donc j'ai profité d'une tournée, j'étais au mois de septembre, oui c'est ça, fin septembre, à Annemasse. Et en gros, à part jouer le soir, il n'y avait pas grand-chose à faire à Annemasse, donc j'étais bien dans ma chambre d'hôtel, ou un hôtel pas terrible d'ailleurs, et donc j'étais très bien dans cette chambre, et je me suis dit, c'est le moment. Et donc j'ai pris le bouquin de la première page, et il fait quand même 650 pages, cette anthologie. Ça m'a pris 2 jours, mais j'ai tout dit à voix haute dans ma chambre. Tout. Et ce qui est incroyable, c'est cette sensation que c'est une seule parole, malgré les siècles, malgré les différences de genre, de style, de sexe. C'est comme si c'est une personne qui me racontait ça. Ce champ humain-là, ces obsessions. Alors bien sûr, on retire la thématique de l'amour, mais il ne reste plus beaucoup de poèmes, mais il y a plein d'autres choses annexes aussi. Et je me suis dit, mais finalement, la poésie, c'est un outil très sérieux de connaissance de l'être humain, de connaissance de ce par quoi on est passé. Dans cette poésie-là, vous avez toute l'histoire de France qui passe, toutes les obsessions, l'importance aussi. On voit comment nous nous sommes séparés de la nature. Dans cette anthologie, vous lisez, hop, et vous en apercevez, c'est flagrant. Comment tout d'un coup, au Moyen-Âge, enfin ce qu'on appelle le Moyen-Âge, qui est une expression un peu idiote, mais voilà, 12e, 13e, 14e, 15e, la nature omniprésente, mais omniprésente, dangereuse. On avait peur de l'hiver, l'angoisse de l'hiver. Est-ce qu'on a assez de bois? Est-ce qu'on a assez de nourriture? Est-ce qu'on a assez de lard dans les pots, etc., avec le sel, etc. Est-ce qu'on va pouvoir passer l'hiver? Est-ce que je vais avoir une maladie? Ça se sentait dans les poèmes. Et puis petit à petit, la poésie s'est isolée de la nature. Alors pas chez tout le monde, et pas, y a toujours des références, un peu, mais la nature était moins omniprésente. Et finalement, ce qui nous arrive aujourd'hui, ça se lit dans la poésie. On s'est coupé de la nature, et ça s'entend, ça se voit. À part quelques poètes qui ont conservé comme ça un lien. Et d'ailleurs, j'en avais fait un spectacle aussi de ça. Ça s'appelle Nous y voilà, avec lequel on va partir en tournée au mois de septembre. Et où j'étais frappé de voir que quand on écoute des paroles d'Indiens d'Amérique du Nord, des paroles inuites aussi, enfin plein de peuples racines, il y a souvent, même j'ai envie de dire quasiment tout le temps, cette façon de dire que on est un parmi cette nature-là. Mais on n'est pas au-dessus de la nature, on est en elle, dedans.
comme le lapin, comme le caillou, comme la rivière, comme la sève de l'arbre. On n'est pas au-dessus. Donc si je dois manger un lapin, il faut que je remercie, il faut que je fasse gaffe. Ça va être un. Et on va faire un truc, une prière, une danse. Quand c'est la saison du bison, pareil. On va faire gaffe. Et on va le manger jusqu'au bout. On va tout utiliser, tout. Et on va se faire pardonner. Parce qu'on a retiré quelque chose d'un grand tout qui n'est pas à nous. Mais nous, on a considéré que tout ça était à nous. On a tout pris. Et quand vous collez comme ça, Ronsard, vous apercevez que c'est un chef indien. Quand il interdit à un bûcheron de la forêt de Gâtine de couper du bois en disant « mais écoute bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont point des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce? Sacrilège meurtrier. Si on tue un bandit, je crois, pour avoir pillé tant de valeurs, combien de fers, de feu, de mort et de détresse mérites-tu, méchant, pour tuer nos déesses? C'est ce que dit Sitting Bull, c'est ce que dit Tecumseh, c'est ce que disent des sorciers inuits. La même chose, exactement la même chose. Et donc j'ai mis ces textes en parallèle comme ça. C'est incroyable comment finalement, au cœur d'une certaine poésie, on a su conserver ce lien-là à la nature. Je pourrais continuer comme ça longtemps, mais si jamais vous avez des questions, moi je suis là pour... j'ai plein de réponses, donc ça va, je peux répondre à tout. Merci beaucoup. Alors j'ai un micro dans la main qu'on peut faire circuler si vous avez des questions. Allez, je vais prendre la personne la plus proche et puis après, on ne vous oublie pas. Vous dites que l'art libère, mais je dirais aussi que l'art soigne. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. On voit beaucoup de thérapie par la danse, de thérapie par le dessin, par l'art. Il y a beaucoup de professions comme ça qui émergent. Du coup, voilà, avoir votre avis sur le soin. J'en suis convaincu que l'art soigne, mais je n'ai participé à aucun programme pour l'instant. On n'a jamais fait appel à moi pour ça. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Souvent, comment dire ça, mais j'ai envie de faire ce parallèle, peut-être un peu audacieux, mais ce que je racontais tout à l'heure sur que l'important, c'est de dire. Et j'en parlais avec les élèves tout à l'heure. C'est souvent, on est encombré de soi. Quand on commence le métier, le jeune comédien est encombré de lui-même. Comme je leur disais, on n'a pas la bonne taille, on n'a pas la bonne couleur de cheveux, on est trop petit, trop grand, pas assez comme ci, pas assez comme ça, etc. Et on croit, quand on commence le théâtre, qu'il faut régler ce problème-là d'abord. Donc c'est à la fois très modeste et très prétentieux en même temps. Et souvent, je dis, mais non, on n'est pas le problème. Et on n'est certainement pas la solution non plus. Il faut s'investir sur quelque chose. Ce quelque chose, ça va être le texte. Et finalement, en s'oubliant, en se missionnant pour le texte, dans l'art de le transmettre, l'importance de dire, de communiquer quelque chose, on va s'oublier. Et en s'oubliant, on va exister. Et je pense qu'il peut y avoir un parallèle comme ça aussi. Bien sûr, il faut, suivant certaines maladies ou certains désordres, travailler sur soi. Mais je pense parallèlement aussi, il faut peut-être se libérer de soi aussi et avoir des fenêtres où on peut être complètement engagé dans quelque chose, complètement aspiré par quelque chose d'autre. Et cette petite parenthèse d'autre chose que de soi malade, de soi encombré, de soi pollué par quelque chose, peut faire du bien aussi. Je crois à ça, à cette façon de quitter, même momentanément, mais ce qu'on est, et ce qui nous tire en arrière. Ça, j'y crois beaucoup. Merci. Je pense que ça peut bien. On va passer à cette question. Je vous propose qu'on groupe par 2-3 questions. Ah, mais
voulez. Oui, je voulais juste revenir sur votre définition de l'art. Pour moi, l'art, c'est un peu le langage de l'âme. Et ce que vous venez d'évoquer, je pense, était un peu en préambule de ce que je voulais amener, mais je ne savais pas que vous alliez en parler de manière aussi, avec autant d'éloquence. L'art nous libère, je pense, parce qu'il correspond à ce langage qui est notre âme ou notre souffle primordial, à mon sens. Et c'est pour cette raison précisément que l'art est universel, puisqu'il nous unit, parce que nous sommes tous des fragments de cette âme universelle, à mon sens. Ah bah, je souscris complètement à ça. Je pense que même Benjamin Perret a écrit un joli texte là-dessus qui commence comme ça, sur la poésie, une tentative de définition de la poésie, même si c'est toujours un peu vain, mais il parlait de ce souffle premier de l'homme, quoi. Il y a une racine commune évidente, quoi. Et il y a des interrogations forcément communes. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de penser à... C'est une ONG qui a fait ça en Allemagne. Vous verrez le lien que je fais avec ça. C'est au moment où Angela Merkel a fait venir plus d'1 million de migrants en Allemagne. Évidemment, l'extrême droite, mais comment, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'ONG qui ont dit, mais on va faire quelque chose. Et il y en a une qui a imaginé, dans une pièce, mettre 2 chaises, et de mettre un Allemand dit de souche, même si ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais voilà, quelqu'un qui est là depuis longtemps, etc., et un jeune migrant en face. La consigne, c'était, vous vous regardez pendant 3 minutes. Vous vous dites rien. 3 minutes. Et c'est tout. Systématiquement, au bout de 3 minutes, les gens se levaient et s'embrassaient. Et je pense que l'art, c'est ça. Se regarder, prendre le temps de s'écouter. Se mettre à la place des autres. Moi, quand je suis comédien, je n'investis pas un personnage, mais je me mets à la place, j'essaye de voir quel est l'être humain qui peut dire ça comme ça. Voilà. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Que ce soit une phrase magnifique d'héroïsme ou tout ça, ou une phrase dégueulasse, parce que j'ai pas joué que des rôles sympathiques, mais qui est derrière ça? Qui? Mais c'est pas moi devenir ça. On ne devient personne d'autre. On n'est toujours que soi. C'est pour ça que je suis contre ces notions de personnage et de recherche de psychologie sur un éventuel personnage. Je suis sûr que si Shakespeare était là, à la question, alors, William, qui est Hamlet? Il me dirait, bon, on s'en branle. Par contre, je sais ce qu'il dit, Hamlet. Ça, oui. Je sais ce qu'il dit. Je l'ai écrit. Mais alors, qui sait? Si on savait, s'il y avait une réponse à ça, on aurait arrêté de le jouer depuis longtemps. Il y aurait eu une réponse définitive d'un acteur indéniable et qui nous aurait tous mis d'équerre avec ce rôle-là, en disant, bon, c'est plus la peine de le faire, machin de la jouer, c'est trop tard. Et non, c'est qu'il y a toujours un petit constat d'insatisfaction. Donc ça prouve bien que c'est pas l'incarnation qui compte, c'est le texte. Et je viens voir ce que ça donne avec vous. Et puis demain, j'irai voir ce que ça donne avec vous. Parce que ça, vous n'allez pas mettre l'accent au même endroit. L'accent avec un grand A. Hein. Vous n'allez pas me faire comprendre les mêmes choses, tout à fait, avec le même texte pourtant. Mais les choses ne vont pas résonner pareil. Et je pense que la culture, le théâtre en particulier, mais pas que ça, c'est regarder l'autre, pareil, comme cette ONG en Allemagne. Là. On se met face à quelqu'un et on ne peut pas l'ignorer, on ne peut plus l'ignorer, on ne peut plus raconter de conneries, on ne peut plus le stigmatiser, on ne peut plus rester dans son petit confort intellectuel quand l'autre vous a marqué, vous l'avez vu, vous avez pris le temps de voir. Voilà. Et ça sert à ça. Et ça sert aussi, je pense, à se trahir. C'est-à-dire que si on va dans les théâtres, c'est qu'on espère être trahi, d'être percé un jour, au cœur, se dire que c'est comme dans Hamlet finalement. Quand Hamlet, vous savez, il a ce stratagème, il soupçonne son oncle d'avoir tué son père et il profite des comédiens qui arrivent au château d'Elseneur pour dire ce soir vous allez jouer une pièce que je vais écrire. Et évidemment la pièce raconte l'histoire d'un meurtre d'un frère qui tue son frère, donc qui ressemble beaucoup à ce qu'il a probablement vécu lui. Et donc les comédiens apprennent ça par cœur et il termine son petit monologue là, Hamlet, en disant le théâtre
sera la chose où je prendrai la conscience du roi. Eh bien, c'est ça, ce piège de conscience. En fait, on est tous des Claudius, et il y a un petit Hamlet qui nous a concocté quelque chose, et on va se dire « Oh merde, le salaud, c'est moi ». Et on espère ça. On veut être surpris, on veut être trahi, dans le bien, dans le négatif, peu importe. Être trahi, se dire « Oh putain, mais c'est moi ». Et pour ça, il y a un personnage génial qui est Arlequin. Vous me censurez, monsieur? Non, ouais. Mais Arlequin, il a cette fonction-là, Arlequin, au théâtre. Parce que c'est très difficile de s'identifier, je sais pas, à Phèdre, à Cyrano, on aimerait bien, mais ce petit couillon d'Arlequin, là, qui est sur scène, il ne sait même pas pourquoi il est là. C'est le spectateur. En général, Arlequin, il arrive, et c'est le premier surpris de voir des gens, et il ne sait pas, et il est là. Comme ces comiques qui font venir des gens sur scène en disant alors machin, c'est le même ressort comique, c'est toujours la même chose. Voilà, le Gilles, comment dire, la personne qui n'a rien à faire là et qui se retrouve là. Et après on va lui dire bah, tiens, puisque tu es là, tu vas porter une lettre à machin, et hop, les histoires commencent. Mais ce statut-là d'Arlequin, de ne pas savoir pourquoi on est là, c'est nous, c'est nous. Et finalement, on se projette sur scène quand on est dans la salle. On se dit « Ah, mais je préfère que ce soit lui que moi, parce que moi, je ne sais pas ce que j'aurais dit, ce que j'aurais fait. » Et c'est ça, c'est cette mise en miroir de nous tous, avec nous tous, qui fait l'essentialité du théâtre, je crois. Alors, alors là, c'est étonnant parce que j'ai jamais vu ça comme ça, mais je n'exclus rien, moi. Rien. De toute façon, qui je suis pour savoir d'où ça vient et pourquoi et comment. Comment? Je sais pas. Je sais pas. Non, je m'interroge beaucoup, moi, perso. Mais on n'est peut-être pas là pour ça, mais moi, je m'interroge beaucoup. Mais voilà. Moi, je me sens plutôt inuit ou indien. je me dis que, voilà, il doit y avoir du divin partout, parce que ça nous échappe. Et de toute façon, à un moment donné, on s'arrête avec notre petit cerveau, même si on n'en utilise, paraît-il, que 20%, mais quand bien même on utiliserait 100% de nos capacités cérébrales, il y a un moment donné, on s'arrête. C'est comme les chercheurs en astrophysique. Ils ont beau dire, bah oui, là, il y a les quasars, les machins, les trous noirs, les trucs, le Big Bang, et après, bah, je sais pas. Donc la question se pose. Mais quand on va au bout, du bout, on est embêté. Il paraît que vous avez un peu plus le temps pour parler parce qu'on va faire le pot et après on fera le film. Voilà, c'est une grosse soirée. On m'a changé le... On vous libère vers 3h du matin à peu près. C'est ça. Est-ce que vous avez encore peut-être une question? Une dernière question? On peut aller boire. Et sinon, on peut poser les questions autour du pot. Ça vous dit? On va servir le pot. Et puis, comme ça, vous poserez des questions à Philippe autour du pot. OK? Bon ben, et après, on passe le film. Eh bien, merci. Oh, au pot, on va rester 20 minutes. Merci. Je peux dire 2 mots sur le film, même si c'est des souvenirs lointains, mais pas plus, je vous rassure. 3, je suis à 3. Non, mais on tournait dans une vraie classe. La permission a été demandée évidemment aux parents le droit à l'image, hein, que leurs enfants soient... mais c'était, à part 2 ou 3 élèves, enfin 2 ou 3 parents qui n'ont pas voulu, mais sinon c'était une vraie classe qui existait avant nous et qui a continué à exister après nous. Et donc toute l'idée était que la caméra s'adapte au rythme des enfants et non pas les enfants s'adapter au rythme du cinéma. Donc finalement on faisait notre pause déjeuner quand c'était la pause cantine, on allait aux toilettes quand c'était la pause pipi, etc. On se collait sur les enfants. Et surtout c'est ça, cette ambiance de vraie classe où finalement
on essayait de faire en sorte que les élèves aient tout le temps école et de temps en temps, ils étaient filmés par nous. Donc c'est vraiment une plongée dans une classe de maternelle. Et de ce point de vue-là, ça a été assez... et j'ai même eu des enseignants, des étudiants en IUFM, à l'époque ça existait encore, qui sont venus pendant le tournage dans ma classe pour se former au futur métier d'instituteur. Donc c'était assez marrant parce que l'école continuait de vivre évidemment. Donc c'est pas du tout une école factice, c'est pas du tout un décor, c'est une vraie école qui est devenue maintenant l'école Bertrand Tavernier à Anzin, et les vrais élèves, les vrais parents, etc. Voilà, merci. Ah, juste avant que vous preniez à boire, dernière chose, la prochaine session de l'Université ouverte de la Duchère, ce sera le 15 février. Ce sera avec Edwy Plenel sur la liberté de la presse. Donc réservez vite, parce que là, pour le coup, on va être vraiment plein encore plus vite. Enfin, même si on a été plein très très vite avec vous. C'est pour ça. C'est pour taquiner monsieur. Et on va avoir également Katou Faust qui va nous parler de la question du genre le 15 mars. Donc, en tout cas, venez en tout cas boire le verre de l'amitié. Vous pourrez continuer à poser vos questions à Philippe, qui en fait a été rempli dès le jour même.